Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour d'une proposition de loi socialiste débattue en procédure accélérée, déjà adoptée à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi socialiste portant sur l'indépendance, le pluralisme et la liberté des médias. C'est un texte qui étend la liberté éditoriale à toutes les rédactions avec la mise en place de comités de déontologie, mais aussi la signature de chartes de déontologie dans toutes les rédactions. Mais c'est aussi un texte qui renforce la protection des sources, une nécessité encore démontrée par l'actualité, l'affaire des Panama Papers. C'est ce qu'a pu dire hier après-midi dans l'hémicycle la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, qui, selon elle, voit dans cette affaire la pertinence de cette proposition de loi. La liberté des médias, eh bien, c'est la garante d'une démocratie moderne. Notez également ce qu'a pu dire Catherine Morin-Desailly, sénatrice UDI-UC, présidente de la commission de la culture. Eh bien, pour elle, il faut lutter contre la place que peuvent prendre les annonceurs par rapport à la liberté des journalistes. Elle a également pris le cas de la déprogrammation d'un reportage sur le Crédit Mutuel sur Canal+. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Madame la Présidente, rapporteure de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Après nos échanges fructueux sur le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine en février, je suis heureuse d'être à nouveau avec vous au Sénat pour travailler à cette proposition de loi en faveur de la liberté et de l'indépendance des médias. Permettez-moi de saisir cette occasion pour nous féliciter globalement du large succès des opérations de passage de la télévision à la haute définition hier. Succès rendu possible par l'excellent travail législatif coproduit à l'Assemblée nationale par Patrick Bloch et par le Sénat, notamment votre rapporteure Catherine Morin-Desailly, que je veux remercier, et aussi saluer le travail intense qui a été mené en termes de mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par l'Agence nationale des fréquences. S'agissant de la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui, la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias sont les objectifs vers lesquels nous ne devons cesser de tendre. Et c'est au législateur qu'il incombe de protéger ces valeurs. Nous y sommes tous ici attachés, je le sais. L'actualité de ces derniers jours nous donne une éclatante illustration du service que les médias peuvent rendre à la société. Ils peuvent contribuer de façon majeure, par leur capacité d'investigation et par leur poids dans le débat public, au bon fonctionnement de notre démocratie. Je ne doute pas que le projet de loi sur l'indépendance des médias, dont je veux sincèrement remercier ses auteurs et ses rapporteurs, avec qui mon ministère a pu mener un travail, je crois, fécond, contribuera à garantir leur indépendance et à protéger cette liberté. Lorsque cette proposition de loi est passée à l'Assemblée, j'ai tenu à ce que plusieurs amendements soient adoptés. Le premier restreint la mise en place des comités d'indépendance de l'article 7 aux radios généralistes à vocation nationale, compte tenu du nombre de radios locales, trop important pour envisager leur généralisation. J'ai également fait adopter un nouvel article 9 bis qui tend à interdire la vente d'une chaîne de télévision dans un délai de 5 ans, suivant la délivrance de l'autorisation par le CSA. Cette disposition vise à protéger le domaine public hertzien du jeu spéculatif. Enfin, j'ai présenté à l'Assemblée un amendement fondamental, il me semble, relatif au renforcement de la protection du secret des sources des journalistes et des collaborateurs de rédaction. Je reviendrai plus loin sur cette mesure forte en faveur, elle aussi, de la liberté de la presse et qui s'intégrait donc parfaitement dans cette proposition de loi. Mesdames et Messieurs les sénateurs, à votre tour, vous êtes saisis de cette proposition. Sous votre autorité bienveillante, Madame la Présidente, chère Catherine Morin-Desailly, la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication au Sénat a travaillé à imprimer sa marque au texte. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos débats en commission et je me réjouis des points d'accord que vos travaux ont permis. Nous les évoquerons en détail dans le cours de nos échanges. Je voudrais d'abord souligner auprès de vous 2 points qui correspondent à autant de lignes de force de ce texte. Premièrement, la protection de la liberté éditoriale des journalistes. L'article 1er permet d'étendre à tous les journalistes, quels que soient les médias dans lesquels ils travaillent, une protection qui, depuis son introduction en 2009 dans la loi de 1986 sur l'audiovisuel, protégeait les journalistes de l'audiovisuel public. Elle était en vigueur bien antérieurement à cela, mais dans le droit conventionnel.
Votre proposition de rédaction de l'article 1er entend concilier la garantie des droits des journalistes avec l'obligation faite aux entreprises de presse de se doter d'une charte de déontologie. Une charte respectueuse de la ligne éditoriale définie par la direction de chaque titre, mais qui aura d'autant plus de force qu'elle aura été élaborée par l'équipe dirigeante et les journalistes. Cette rédaction va être débattue, peut être enrichie, pour tenir compte aussi des équilibres trouvés à l'Assemblée nationale. La charte de déontologie, je le souligne, peut également contribuer à renforcer la confiance des lecteurs, des téléspectateurs et des auditeurs envers les organismes de presse. Deuxième point, la création de comités relatifs à l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes. Comités que j'appellerais par souci de simplicité les comités indépendance. Sans porter atteinte à la liberté éditoriale des éditeurs de télévision et de radio, non plus à la responsabilité du directeur de publication, ces comités doivent permettre de traiter d'une manière transparente et concertée toute menace sur l'indépendance d'un média qui serait portée à sa connaissance. Vos travaux ont restreint les modalités de saisine que vous avez jugées trop ouvertes de ces comités. Ce comité permettra à certaines personnes, désormais plus définies, de le consulter. Je pense ici aux médiateurs, là où ils existent, afin de garantir à nos concitoyens la défense de l'intérêt général. Par ailleurs, votre proposition permet de préciser le rôle du CSA et les règles de mise en place des comités d'indépendance pour que chacun soit bien dans son rôle et qu'il n'y ait pas de confusion. Mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais enfin évoquer l'amélioration des garanties apportées au secret des sources des journalistes. C'est un enjeu démocratique majeur. Vous connaissez ma détermination à ce que cette loi et que ce point particulier soit adopté, conformément à un engagement que le président de la République, alors candidat, avait pris. Il nous appartient tous ensemble de trouver le point d'équilibre le plus juste entre la sécurité que nous devons garantir aux journalistes dans leur travail d'investigation, indispensable à la démocratie, et la possibilité encadrée d'enquêter dans des cas précis où cela s'avère nécessaire pour la sécurité de nos concitoyens. En adoptant l'amendement gouvernemental que j'ai eu l'honneur de porter, l'Assemblée nationale a défini, je crois, les contours d'un bon équilibre. Les insuffisances de la législation existante ont été corrigées pour permettre à la presse d'investigation de faire son travail sans risque de mettre ses sources en difficulté. L'enquête menée par les plus grandes rédactions mondiales sur l'évasion fiscale au Panama, les Panama Papers, illustre, s'il en était besoin, la pertinence, l'actualité et la nécessité de cette loi. Permettez-moi de rappeler quelques-unes des avancées majeures du texte. L'obligation faite aux enquêteurs d'obtenir l'autorisation préalable du juge de la liberté et de la détention avant toute action pouvant porter atteinte au secret des sources. Ce contrôle s'effectuait a posteriori dans la loi de 2010. Il sera désormais a priori. Citons également l'extension de la protection du secret des sources à tous les collaborateurs de la rédaction, aux directeurs de publication, bref, à toute la chaîne de recherche de l'information, là où la loi de 2010 visait uniquement le journaliste. Je veux citer encore l'interdiction de condamner un journaliste pour le délit de recel d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, d'une violation du secret professionnel ou d'une atteinte à la vie privée. Vous avez souhaité déléguer le travail parlementaire sur cette partie du texte à la commission des lois du Sénat, et cette commission a fait le choix de ne pas retenir la plus grande partie de ces avancées et de revenir aux principales dispositions de la loi de 2010. Je le regrette et je souhaite que les travaux que nous aurons en séance publique permettent de revenir à des dispositions que je crois bonnes pour notre démocratie. J'espère sur ce point avoir votre soutien. Voilà, chère Catherine Morin-Desailly, cher David Assouline, mesdames et messieurs les sénateurs, les grandes lignes de ce que je voulais réaffirmer devant vous au sujet de cette loi que je vous proposerai d'adopter. Garantir l'indépendance des médias, protéger leurs sources, c'est construire une démocratie moderne, solide sur ses bases et capable d'affronter le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly, rapporteure de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Je vous en prie, chère Catherine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes très chers collègues, renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, on ne peut bien sûr que souscrire aux objectifs de la proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée. Corollaire de la liberté d'expression, la liberté d'information est un des fondamentaux de toute démocratie. Nous le mesurons chaque jour, que ce soit sur notre sol, où certains ont voulu l'avoir abattu, ou pas très loin de chez nous,
en Europe même. Je pense aujourd'hui à la régression des libertés des médias en Pologne, en Hongrie, en Croatie. Et hélas, les exemples sont nombreux de par le monde. À cet égard, je tiens à saluer le travail remarquable de défense des journalistes de Reporters sans frontières. En France, la situation semble a priori satisfaisante. L'accès à l'information n'a jamais été aussi aisé, la pluralité des supports d'information est foisonnante, la diversité des médias n'a jamais été aussi importante. Même si la presse écrite souffre pour des raisons que nous connaissons tous, les journaux d'opinion, fort heureusement, existent toujours. Du quotidien local à la chaîne d'information étrangère, les sources d'information sont multiples et accessibles. Le développement d'une presse gratuite depuis une quinzaine d'années, la révolution numérique et l'apparition des réseaux sociaux, nouveaux pourvoyeurs d'informations, ont eux aussi changé jusqu'aux usages de nos concitoyens. Une étude de Médiamétrie parue la semaine dernière a particulièrement attiré mon attention. Elle montre que si les Français s'informent toujours massivement via les médias traditionnels, 80% par la télévision, 52% par les chaînes d'information en continu, 49% par les radios et 49% par la presse, ils sont aussi de plus en plus nombreux à s'informer via les médias numériques, portails et pages d'actualité, pure players et réseaux sociaux. Ils étaient 34% en 2013, ils sont 38% cette année, en 2016, et cette progression, bien entendu, n'est pas prête d'être enrayée. Outre la remise en cause du modèle économique des médias traditionnels que cela pose, c'est un véritable défi démocratique que nous sommes confrontés. En effet, la multiplicité des informations diffusées sur Internet pose plus encore que par le passé les questions de la vérification des sources, de la qualité du recoupement des faits exposés et du caractère professionnel des personnes qui diffusent ces informations. Dans ce foisonnement, cette pléthore de canaux d'information, subsiste toujours un soupçon insidieux. L'information qui nous est délivrée est-elle véritablement indépendante? Hier, ce soupçon visait le monde politique. Aujourd'hui, il s'est tourné vers le monde économique. En effet, devant l'affaiblissement structurel des acteurs historiques et le besoin grandissant de capitaux pour assurer une modernisation devenue indispensable, le recours à de puissants investisseurs extérieurs au monde des médias s'est progressivement imposé. Rachat des Échos par LVMH, prise de contrôle du Monde par messieurs Neil Berger-Pigas, montée au capital de Vivendi de l'industriel Vincent Bolloré, rachat de 49% de Next Radio TV par Altice. Ces prises de participation dans des médias majeurs se sont accompagnées d'autres rachats dans la perspective de constituer des groupes de taille critique qui ont, en quelques années, considérablement redessiné l'univers des médias en France. Libération et l'Express ont rejoint Altice, le Nouvel Observateur a été repris par Le Monde, Dailymotion a été racheté par Vivendi. L'émergence de ces nouveaux groupes de médias, gérés comme de véritables sociétés industrielles, a eu des incidences sur l'exercice de leur métier par les journalistes qui, d'une part, ont été amenés à revoir leur méthode de travail pour intervenir sur l'ensemble des supports, et d'autre part, ont souvent dû accepter de s'inscrire dans une logique de groupe plus ou moins publicitaire. Dès lors, se pose légitimement la question de l'influence des annonceurs sur la ligne éditoriale de ces médias. Pourtant, les cas d'interférence sont connus et à juste titre dénoncés, même s'ils demeurent rares. En 2009, le site Rue 89 se faisait l'écho de la suppression, dans le numéro du 29 janvier du journal Direct Matin, d'un article qui expliquait en détail comment la RATP exploite les données du pass Navigo à des fins commerciales. En 2011, Mediapart dénonçait un autre cas de censure concernant la publication Géohistoire qui avait supprimé plusieurs pages consacrées à la collaboration des entreprises françaises dans un dossier consacré à l'occupation. Plus récemment, c'est la nouvelle direction de Canal+, qui a été montrée du doigt à l'occasion d'interventions sur la programmation de son magazine Special Investigation, un reportage portant sur le Crédit Mutuel ayant fait l'objet d'une déprogrammation et des sujets d'enquête ayant été refusés par la direction éditoriale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est légitimement saisi de l'affaire en septembre 2015 et a obtenu des évolutions avec la création d'un comité de déontologie pour iTélé et Canal+, et la rédaction d'une charte, donc des engagements afin de renforcer les garanties relatives à l'indépendance éditoriale. Dans le cas d'espèce, la régulation ex post exercée par le CSA
semble donc avoir fonctionné et rien ne semblait par conséquent justifier a priori de recourir à une initiative législative, qui plus est dans l'urgence. Auditionné par notre commission le 23 mars dernier, Olivier Schrammeck, le président du CSA, a d'ailleurs rappelé que le Conseil n'avait jamais demandé de modification législative. C'est dans ce contexte qu'en février 2016, 2 propositions de loi ont néanmoins été successivement déposées sur le bureau des 2 assemblées. Et je donne acte à notre collègue David Assouline, comme je l'ai dit en commission, de l'antériorité de sa réflexion, puisqu'il est l'auteur d'une première proposition de loi sur l'indépendance des rédactions déposée en 2011. Je tiens tout d'abord à rappeler, malgré tout, les mauvaises conditions dans lesquelles nous avons dû examiner ces textes. Absence d'études d'impact et de concertation préalables, tous ou presque l'ont déploré, urgence déclarée sur le texte, examen tout juste 4 semaines après l'adoption à l'Assemblée nationale, que nous avons pourtant réussi à mettre à profit pour entendre de nombreux acteurs des médias français, examen qui enfin sera vraisemblablement tronqué au cours de cet après-midi et renvoyé au mieux en fin de session. Si je regrette que les textes que nous examinons proposent de remplacer un système souple de régulation interne au cœur des entreprises et externe par le CSA, qui devient non plus un régulateur mais un censeur du monde des médias, j'ai voulu m'inscrire dans une démarche constructive. J'ai aussi proposé que notre commission s'attelle à distinguer l'urgent de l'important et demeurer concrète. Tout d'abord, réaffirmer le bien-fondé des principes de transparence, honnêteté, indépendance, pluralisme de l'information et des programmes. Ainsi, nous souscrivons à ce que le droit d'opposition des journalistes soit inscrit dans la loi, que les entreprises se dotent de chartes et de comités de déontologie. Ce sont des sujets tout à fait essentiel. Mais nous avons veillé à ce que ces principes trouvent leur juste traduction dans des dispositifs pertinents et opérationnels qui n'entravent pas le bon fonctionnement des entreprises et qui prennent en compte ce travail collectif qu'est un journal dans le respect de chacun, avec une chaîne de responsabilité clairement établie. Nous avons tâché d'éviter toute immixtion injustifiée du législateur, pensant que les entreprises sont déjà suffisamment encadrées de normes ou de contraintes pour ne pas en rajouter de supplémentaires. C'est pourquoi la Commission de la Culture a prévu que les modalités d'élaboration de la charte puissent s'adapter à chaque entreprise. Bien sûr, en matière de déontologie, il y a un référentiel commun, mais il y a aussi une histoire et une culture propre à chacun. À limiter le rôle du comité d'entreprise en matière de contrôle de la déontologie des journalistes. Préciser que le CSA veille à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, sans qu'il ne devienne l'arbitre entre les journalistes et leurs employeurs. Supprimer enfin la possibilité de saisine de ces comités par toute personne et ouvert un droit de saisine à la Société des journalistes. Et je vous proposerai aussi quelques autres améliorations. 2 dernières choses avant de céder la parole à mon collègue Hugues Portelli, qui exposera le point de vue de la Commission des lois sur la création d'un régime de protection du secret des sources, qui est là une vraie utile avancée. Premièrement, je suis vraiment favorable à un travail approfondi sur la déontologie. Celle-ci est en effet au cœur de la crédibilité des médias. Cela veut dire qu'elle doit s'inscrire dans le cadre d'un dialogue permanent au sein de l'entreprise. Le journal, encore une fois, c'est un collectif, n'ont eu d'ailleurs de cesse de nous le dire nos nombreux interlocuteurs. La déontologie, ce sont bien sûr les droits, mais aussi les responsabilités de la rédaction et des journalistes, tel que l'a encore récemment rappelé le président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, Patrick Evenot, dans son dernier rapport annuel. Il rappelait notamment les dysfonctionnements qui ont eu lieu dans le cadre du traitement de l'information suite aux attentats du début de l'année 2015. Deuxièmement, l'enjeu pour les médias traditionnels français, selon moi, n'est pas l'adoption de telle ou telle proposition de loi au Parlement français, fût-elle pleine de bonnes intentions et proposant quelques avancées. L'enjeu est leur adaptation à un paysage de l'information, mes chers collègues, en complète recomposition, avec l'entrée sur le marché de l'information des grands acteurs internationaux, de l'Internet et des réseaux sociaux. Là se trouve à terme, si nous n'y prenons pas garde, la véritable menace pour le pluralisme et l'indépendance des médias français. On se souviendra de la manière dont le géant Google a fait l'aumône de quelques millions d'euros aux éditeurs de presse pour solde de tout compte il y a quelques années à leur réclamation, sans apporter de solution aux problèmes structurels du nouveau et juste partage de la valeur ajoutée que génère la mutation numérique. Je trouve donc que le débat engendré par ces 2 PPL, même s'il était nécessaire, est quelque peu déphasé au regard des immenses défis, mes chers collègues, qui sont devant nous.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Hugues Portelli, rapporteur pour avis de la Commission des lois, a la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Culture, juste quelques mots pour vous donner le point de vue de la Commission des lois sur un article du texte de la proposition de loi. Je rappelle que ce n'est pas un projet de loi, mais une proposition de loi, et qui concerne donc la protection du secret des sources. Alors, d'abord, un rappel. Ce secret des sources est bien protégé. Il est bien protégé par une loi en vigueur qui date de 2010. Et cette loi de 2010 a été élaborée pour intégrer dans le droit français la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça a été fait. C'est le droit qui est actuellement appliqué en France par nos tribunaux. Et je connais assez bien la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu beaucoup de modifications de cette jurisprudence depuis 2010. Car les grands arrêts de la Cour en la matière datent des années 1990 et 2000. Alors pourquoi a-t-on voulu modifier ce texte? On a voulu le modifier pour tenir compte d'autres points de vue, qui étaient notamment celui qui avait été sollicité de la Commission consultative des droits de l'homme française, et non pas de la CEDH. Donc le droit français actuel est parfaitement conforme au droit européen en la matière. Alors, qu'est-ce qu'a fait la Commission des lois? Eh bien tout simplement, elle a vérifié si la proposition de loi qui lui était soumise dans l'article qui la concernait, c'est-à-dire la protection du secret des sources, était conforme, premièrement, au droit du Conseil de l'Europe et deuxièmement, au droit français, tel qu'il s'applique habituellement et tel que les juges l'appliquent. Et elle a remarqué un certain nombre de différences qu'elle a voulu corriger. Et elle a voulu les corriger pour revenir à un droit plus conforme à un équilibre. Et en cela, je considère que le travail qui a été accompli par la Commission des lois sur ce petit article inter est une avancée, pour parler comme Madame la Ministre, et non pas un recul. Car c'est une avancée de l'état de droit. Pourquoi? Parce que dans le droit français et dans le droit européen, il y a un principe qui est celui de l'égalité devant la loi. C'est-à-dire que tous les citoyens sont égaux devant la loi, y compris les journalistes. Y compris les journalistes. Et il y a un deuxième principe aussi, c'est celui de la protection du secret, non pas simplement des sources des journalistes, mais aussi du secret de l'instruction, du secret de la vie privée, du secret de la défense nationale. Et par les temps qui courent, ces secrets-là, ils comptent autant que le secret des sources. Alors la Commission des lois est intervenue pour veiller au respect de tous ces secrets et à leur harmonisation. Alors, dans le mot secret des sources, il y a un mot qui est important, c'est le mot secret. C'est le mot secret. Qu'est-ce qu'un secret? C'est quelque chose qu'on ne divulgue pas trop, y compris les sources. Et le premier point sur lequel la Commission des lois s'est interrogée, c'était de savoir qui bénéficiait du secret des sources. Les journalistes. Bon, très bien. Alors qui est journaliste? Qui est bénéficiaire du secret des sources en tant que journaliste? Et la Commission des lois a veillé à maintenir une définition claire du journaliste. Parce que si tout le monde est journaliste, si tout le monde bénéficie du secret des sources, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Tout le monde peut le divulguer. Donc, première chose, maintenir une définition qui est celle d'ailleurs de la loi de 1881 et, Madame la Ministre, de la jurisprudence qui interprète cette loi de 1881 et qui l'interprète, de notre point de vue, de façon extrêmement libérale en faveur du monde de la presse. La deuxième question sur laquelle nous sommes interrogés, c'est à propos de la façon dont l'amendement du gouvernement qui a été glissé en cours de débat à l'Assemblée, car c'est vrai que c'est une proposition de loi, mais c'est vrai que l'article inter, et de ce point de vue-là, votre lapsus est tout à fait intéressant, est vrai, c'est un amendement qui est rédigé par le gouvernement. Cet article inter, c'est un article gouvernemental. Sauf qu'il a été écrit un peu vite, Madame la Ministre. Il a été écrit tellement vite qu'il y a des erreurs de rédaction. Et que, par exemple, entre ce que vous attribuez, c'est pas vous, mais c'est vos collègues du ministère de la Justice, en tout cas de la direction des affaires pénales et des grâces, ce qu'ils attribuent au code de procédure pénale, ils ont oublié de le mettre dans le code pénal ou dans le code de la presse. Donc voilà, on a essayé de remettre tout cela un petit peu à l'équerre,
de faire en sorte que quand on parle de prévention et de répression, on en parle partout, que quand on parle de crimes et de délits, eh bien on en parle un petit peu partout également, et que tout ça soit écrit en français, juridique, correct. Voilà le travail qui a été fait par la commission des lois. Et puis, on a été, je termine là-dessus, nous avons rétabli le délit de recel du secret de l'instruction. Car enfin, respecter le secret de l'enquête, le secret de l'instruction, c'est un droit fondamental, c'est un droit essentiel. Et le supprimer, ce ne serait pas une avancée, ce serait un recul grave de l'état de droit. Je vous donne un exemple, Madame le Ministre. Vous avez peut-être remarqué que l'an dernier, la Cour de cassation a condamné, oui, je vais terminer là-dessus, mais c'est important, Madame, a condamné un journaliste pour avoir divulgué partout le portrait robot d'un violeur en série, alors que c'était couvert par le secret de l'instruction. Est-ce que vous croyez que c'est une avancée, cela? Alors, méditez-le et nous en parlerons au cours du débat. Merci, cher collègue. Monsieur David Assouline, auteur de la proposition de loi numéro 416 pour le groupe socialiste et républicain. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente et Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le groupe socialiste et républicain a choisi d'inscrire dans cette niche parlementaire ces deux textes en discussion commune et la commission de la culture a proposé de travailler sur la base du texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, qui est déclaré en urgence par le gouvernement et qui donc va pouvoir suivre une navette, ce qui n'est pas le cas de toutes les PPL que nous discutons au Sénat, tendant à aboutir à un texte qui, je l'espère, sera promulgué et un texte de la République bientôt. Donc nous discutons là pas seulement pour poser des grands principes, ce qui est parfois le cas des niches, mais pour vraiment faire la loi, et c'est la perspective que nous avons à court terme. Certains se sont posé alors la question, mais pourquoi urgence et pourquoi privilégier une telle loi dans notre agenda parlementaire? Est-ce utile? Je veux d'abord démontrer, proclamer son utilité. Probablement, on ne pouvait pas, quand on l'a inscrit, prévoir les contingences qui forment l'actualité de façon relativement massive depuis 48 heures. L'indépendance de la presse, c'est non seulement un impératif de la démocratie. Victor Hugo disait que c'est à mettre sur le même pied, mais en même temps comme quelque chose d'inséparable du suffrage universel. Comme liberté et gage d'une démocratie vivante. Mais aussi dans le monde, puisque ce qui nous est démontré depuis 2 jours, c'est bien que quelque chose qui est important pour l'avenir du monde, pour ses équilibres économiques, pour l'idée qu'on peut se faire du bien-être dans le monde, d'une économie saine, eh bien, a bien été dévoilé par la presse internationale, par le travail de journalistes qui ont pu le faire, alors qu'on pourrait se dire que les États et les instances internationales ont tous les moyens de faire en sorte que l'opinion se saisisse de ces sujets et impose des pratiques plus vertueuses dans le domaine des échanges financiers. C'est la presse qui l'a fait. Et on doit l'acter. Et je remercie d'ailleurs le président de la République et M. Sapin d'avoir commenté cet événement en commençant par remercier le travail des journalistes qui ont permis cela, qui permettent d'informer, de mobiliser l'opinion et de donner la force à nos gouvernants, plus de force quand ils le voulaient, et puis aussi un peu de pression et de contrainte pour ceux qui ne le voulaient pas, de réguler mieux la finance internationale et de lutter contre les paradis fiscaux. Donc voilà une démonstration concrète de l'utilité de toujours remettre sur le chantier cette question de l'indépendance. Alors le principal argument de ceux qui considèrent que ce n'était pas d'actualité était de dire « mais voyons, est-ce que cette liberté des médias ou cette indépendance est menacée dans notre pays? Il n'y a jamais eu autant de médias, il n'y a jamais eu tant de structures,
Il n'y a jamais eu autant d'auditeurs. Et sur l'ensemble des supports, que ce soit les télés, il y a beaucoup de chaînes, que ce soit avec le net, beaucoup de plateformes, que ce soit avec la presse écrite, pas mal de titres. Mais ce que l'on peut constater justement aujourd'hui, c'est que dans cette explosion des titres sur tous les supports, il y a de moins en moins de... Comment dire? Il y a plutôt de plus en plus de propriétaires uniques qui possèdent l'essentiel de cette pluralité. Et donc, cette offre massive ne correspond pas forcément à un pluralisme d'expression et d'opinion. Vous pouvez avoir des chaînes qui ont des noms différents, un groupe derrière, la même ligne éditoriale, voire même les mêmes articles. Mais on change le titre et on donne l'illusion de cette diversité. Et donc, il faut s'attacher à, dans cet univers qui vient de bouger, qui bouge plutôt de plus en plus depuis quelques années de façon accélérée parce qu'il y a aussi les mutations technologiques, parce qu'il y a la nécessité que je ne conteste pas dans la concurrence internationale d'avoir des grands groupes pour résister. Parce qu'il y a aussi, si nous n'étions pas en capacité en France, avec nos groupes, de fournir l'offre médiatique et d'information, on sait que dans le monde sans frontières d'aujourd'hui, ce seraient des grands groupes étrangers qui viendraient. Donc le problème n'est pas de contester cela, mais de faire attention parce que dans notre pays, il y a deux caractéristiques qui potentiellement, et des fois, ça se vérifie dans la pratique, Madame la rapporteure, vous avez évoqué des cas, mais potentiellement sont problématiques. Il n'y a que quelques grands groupes de médias audiovisuels qui possèdent quasi l'ensemble. Et c'est pareil dans ce qui était le fleuron de la diversité au lendemain de la guerre, la presse quotidienne régionale, d'ailleurs qui est la presse la plus lue aujourd'hui en presse écrite. C'était quoi ? Eh bien, il y avait des titres par courant d'opinion dans notre pays. Ça pouvait être 6 titres par département. Le lecteur avait son choix. Donc là, il y avait, par cette diversité, une offre. Aujourd'hui, on le voit notamment avec le Crédit Mutuel qui a racheté l'Est de la France en production de PQR du Sud jusqu'au nord de cette bande de l'Est, avec donc des dizaines de titres, où effectivement, il y a une question qui se pose, puisque cette concentration est là. Mais ça a été énuméré par Madame Morin-Desailly dans l'audiovisuel, le groupe Vivendi, le groupe Bouygues, et j'en passe, je ne vais pas les citer de façon précise. Avec une deuxième caractéristique qui potentiellement peut nuire à l'indépendance. Vous voyez, je suis modéré, je dis potentiellement, mais on a vu aussi par des cas concrets que c'est pas souvent, c'est pas toujours plutôt potentiel. C'est que la caractéristique de nos grands groupes, et ça c'est pas commun aux grandes démocraties qui nous entourent, c'est qu'elles vivent essentiellement de la commande publique. Et que donc, elles ont, non seulement ce sont des groupes qui ne sont pas spécialisés dans les médias, ils font autre chose, du BTP, de la vente d'armes, voilà, mais ils vivent de la commande publique. Donc, on se dit, mais pourquoi ils s'intéressent aux médias? Ce n'est pas leur cœur de métier. Et on peut se dire que parce qu'ils vivent de la commande publique, ils veulent influencer la commande publique à travers la possession des médias. Vous voyez, c'est potentiel, mais je parle de la réalité. Et donc, on doit faire attention à ce que l'indépendance des journalistes, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, on peut légiférer, je l'ai proposé il y a plusieurs années, sur la concentration. Mais en PPL, je m'y étais risqué, c'est compliqué. Parce que si on commence à parler de seuil, de concentration capitalistique, d'auditeurs, de nombre de médias qu'on peut posséder, il faut des études d'impact pour viser juste. Et on n'a pas ces moyens. Le Parlement français, ce n'est pas le Parlement américain. Il ne peut pas travailler avec autant de précision tout seul dans le cadre de PPL. Donc ça aurait été un peu du travail bâclé. Donc on a choisi un autre angle, puisque cet univers est celui-là avec ses dangers potentiels,
eh bien on va travailler sur comment les journalistes peuvent assurer leur indépendance dans cet univers. Et les propositions de loi s'attachent à définir à travers d'événements concrets ce qui peut les protéger. Il y a cette avancée, merci Madame la Ministre, parce qu'il y a eu des blocages pendant au moins 3 ans. Et vous avez débloqué la situation sur le secret des sources. Donc on y reviendra concrètement, on répondra aux arguments de M. Portellier et autres, mais c'est un débat qui est une avancée. Il y a le droit d'opposition. On y reviendra aussi. L'article 1 est très important, peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder réellement aujourd'hui, puisque nos débats ne vont pas aller probablement au bout aujourd'hui, mais peut-être qu'au moins cet article 1, on va l'évoquer, on y reviendra plus précisément. Et puis, il y a ces comités de déontologie, les audits d'indépendance, il y a ce débat sur le fait que dans l'audiovisuel, le CSA peut avoir une prérogative de veille, mais attention, ne continuons pas à renforcer des pouvoirs, ou alors à faire qu'il ait des prérogatives qu'il n'avait pas avant, en amont de surveillance quotidienne des rédactions au moment où elles produisent l'information. Je conclus, tous ces débats, on va les avoir de façon précise à travers des amendements, mais il était utile de légiférer sur l'indépendance des médias parce que le paysage aujourd'hui nous l'impose et parce que nous devons veiller, nous législateurs, à faire ce que nous avons introduit dans la Constitution au Sénat avec un amendement des socialistes. La loi doit garantir l'indépendance, le pluralisme et la liberté des médias. C'est ce que nous faisons en répondant à ces propositions de loi. Merci, Monsieur Assouline. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Bonjour. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, quelle urgence y a-t-il à légiférer pour renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias? Je dirais qu'il existe 2 types de menaces pressantes. L'une interne au système médiatique, il est déjà amplement évoqué, mais l'autre externe, qui lui est intimement corrélée. Oui, la presse et l'audiovisuel font face à un phénomène de concentration qui oblige à une attention accrue. Ce même phénomène, d'ailleurs, est à l'œuvre dans beaucoup de secteurs économiques et on se rappelle les débats relatifs aux lois à la LCAP, création, liberté, architecture et patrimoine, autour de la concentration horizontale et verticale dans la musique, par exemple, et on voit que ce sont des tendances qui se développent. En vue de réguler l'industrie des médias, les 2 lois fondatrices de 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et relatives à la liberté de communication ont instauré des dispositifs de limitation des opérations de concentration. Pour autant, le défi posé par la compétition internationale exacerbée et la globalisation des marchés incite, on le voit, les grands groupes médiatiques à consolider leur position en diversifiant leur portefeuille. Il s'ensuit que depuis plusieurs années, ce phénomène de concentration s'accentue dangereusement et qu'il nécessite donc en conséquence d'être régulé. Le risque qui s'est avéré réel est bien sûr d'aboutir à une confusion entre les intérêts économiques des groupes détenteurs des organes de presse, on l'a déjà évoqué, ou des chaînes audiovisuelles, et la manière de traiter et d'analyser l'information. Quand cette déviance devient manifeste, elle ébranle, mes chers collègues, la confiance des citoyens dans les médias. Seuls 39% aujourd'hui leur font confiance. Et elle porte préjudice, bien sûr, à la probité journalistique légitimement attendue. Sans revenir, bien sûr, sur les polémiques de la décision de ne pas diffuser tel programme ou tel reportage, il se révélait donc urgent de prendre des dispositions en vue d'aller plus en avant dans la séparation des pouvoirs entre actionnaires éditeurs et les journalistes et dans la non-ingérence, directe ou indirecte, des premiers dans la ligne éditoriale des seconds. En somme, il est question de cloisonner ce qui relève de la gestion économique et financière d'un groupe, par essence privé, et ce qui a trait à l'information du public, intérêt éminemment général impliquant indépendance et pluralisme. Pour ce faire, cette proposition de loi vise à conforter et à étayer des droits, et notamment en étendant le droit d'opposition reconnu en l'état uniquement aux journalistes de l'audiovisuel public et en concentrant le droit
à la protection du secret des sources. Sur ces 2 points, d'ailleurs, notre groupe proposera de rétablir le texte issu de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien de sécuriser la profession journalistique, car malgré leurs droits et la liberté théorique dont ils jouissent et qu'ils exercent dans le respect de la ligne éditoriale, les journalistes aussi peuvent se restreindre. À l'instar d'artistes qui parfois et malheureusement trop souvent en ce moment s'empêchent d'aller peut-être jusqu'au bout de leur imaginaire, les journalistes ne sont pas à l'abri de l'autocensure, mal qui, bien sûr, fragilise toute démocratie. Conscients, voire victimes des pressions économiques qui pèsent sur leur groupe, ils peuvent éviter, on l'a vu, certains sujets, ou même s'interdire de les traiter de façon critique. De cet engrenage, il en résulte donc à minima la perte d'une grille de lecture d'un événement, ou au pire, une perte sèche d'informations. Quoi qu'il en soit, l'autocensure journalistique qui peut être causée par un manque d'indépendance des rédactions nuit aussi au pluralisme et il engendre une privation d'information pour le public, si bien qu'elle s'apparente aussi à une défaite de la démocratie. Par conséquent, faciliter et apporter la sérénité précieuse à l'exercice du métier de journaliste est une exigence démocratique. Milan Kundera, dans l'Immortalité, écrivait « Le pouvoir du journaliste ne se fonde pas sur le droit de poser une question, mais sur celui d'exiger une réponse. Ce droit d'exiger une réponse n'est autre que le droit à l'information du public, prémisse indispensable afin qu'une opinion tout simplement éclairée se révèle. Encore faut-il s'assurer que cette information soit indépendante, plurielle, pour que tout à chacun puisse bien sûr se forger une opinion libre. » Hannah Arendt, dans son livre « Vérité et politique », disait « La liberté d'opinion est une farce. Si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Sans les journalistes, nous ne pourrions pas nous y retrouver dans un monde en perpétuel changement. Et au sens le plus littéral, nous ne saurions jamais où nous sommes. » Comme ces phrases si percutantes, mes chers collègues, résonnent en ce moment avec l'actualité et le désormais fameux Panama Papers. Face aux récits de façade, qui peuvent s'apparenter à des contes imaginaires, les journalistes font ressentir ce qu'il y a parfois de plus froid, les faits. Sans nécessairement chercher à faire de leur narration un roman, ils démontrent ce qui est approximatif, inexact ou mensonger. Et pour paraphraser Kundera, le pouvoir du journaliste n'est pas de déclarer la vérité, il est d'éclairer le trouble, il est de déconstruire le mensonge. Ni prophète ni juge, il est messager d'une simple part de vérité, mais peintre d'une réalité brute. Investiguer, informer, expliquer, telles sont à mon sens les 3 missions principales qui reviennent aux journalistes. Cette pédagogie apparaît d'autant plus fondamentale que l'information est devenue un enjeu essentiel. Car la propagation des NTIC, qui constitue, d'après Rifkin, la 3e révolution industrielle, démultiplie à la fois les sources, mais aussi les formats, la rapidité de circulation de l'information. Les réseaux sociaux, on le sait, parachèvent cette géographie contemporaine des médias. Elles abolissent toute frontière, elles amplifient l'écho des événements, même parfois les plus lointains. C'est ainsi que les individus s'emparent de ces nouvelles technologies. D'ailleurs, ils les font évoluer perpétuellement pour leur donner un sens, création de mouvements spontanés, de solidarité très moderne, à tout symbole d'une société que je trouve très active, qui se meut, mais il n'en demeure pas moins que le traitement et l'analyse de l'information sont complexifiés aussi par ces technologies de l'information et de la communication. Il s'agit d'un immense défi démocratique. Face à la multiplicité de ces informations disponibles, face à leur volatilité, face au sentiment que nous ressentons parfois d'être perdus au milieu de cette actualité sans cesse bruyante, comment bien informer? Comment donner à comprendre alors que le temps de réflexion est de plus en plus comprimé? C'est précisément ce rôle de vigie démocratique devenu majeur que doivent incarner les journalistes. Ce rôle est délicat à remplir, on le sait. Il l'est de manière croissante devant la désinformation qui sévit, notamment sur Internet parfois. Il convient d'abord de démêler ce qui est le vrai du faux, puis de prouver que telle ou telle information doit être prise au sérieux. La fonction pédagogique des journalistes donc participe d'une entreprise plus globale d'éducation aux médias et notamment des plus jeunes. Elle est de nature à lutter contre cette désinformation qui se répand, qui s'enracine parfois et qui porte, je trouve, directement atteinte aux fondements démocratiques de notre société.
À une époque où ce qui est cru est parfois plus important que ce qui est vrai, comme le déclare un artiste dans un de ses textes, être audible et légitime dépend autant du contenu du travail que de la confiance que vous inspirez. C'est pourquoi cette proposition de loi vise à restaurer la confiance des citoyens aussi dans les médias, en renforçant leur indépendance et leur pluralisme. Faire la politique de l'autruche, estimer qu'il n'y a nul problème et nulle urgence à légiférer, c'est tout simplement aller à l'encontre de l'intérêt démocratique et de l'intérêt général. Dans une société de défiance, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Yann Algan, rétablir la confiance dans une institution considérée comme le quatrième pouvoir ne se décrète pas. C'est le labeur quotidien qui se mesure à l'aune des articles de presse, des émissions de radio, des programmes télévisuels. Cette responsabilité n'incombe pas uniquement aux journalistes. Les obligations relatives à l'indépendance et au pluralisme, qui peuvent être intégrées aux conventions signées entre les éditeurs de services de télévision et le CSA, par exemple, pourraient être développées sous l'égide de ces comités généralisés par l'article 7. De même, ces derniers pourraient contribuer à valoriser les bonnes pratiques observées. En somme, l'objectif est donc bien de réfléchir à l'environnement médiatique dans son ensemble, à la manière d'étendre la confiance entre tous les acteurs, et dans cette perspective, les autorités publiques, l'autorité administrative indépendante en charge de garantir la liberté de communication audiovisuelle et le pluralisme des opinions doivent aussi inspirer confiance. Cela passe par une impartialité objective qui se voit tant dans les modalités de désignation de ses membres, sa composition, que dans la justification de ses décisions et la stabilité de sa jurisprudence. Mes chers collègues, la réponse commune à apporter pour insuffler une confiance renouvelée dans les médias se résume en un seul mot, indépendance. Indépendance des rédactions, indépendance des organes en charge du contrôle de cette indépendance. C'est cette finalité que poursuit et déploie cette proposition de loi. Et en fin de mon propos, je veux sincèrement en remercier les auteurs. Comme écrit l'auteur français Michel de Castillo, la grandeur du journaliste se mesure par son indépendance. L'actualité de cette semaine lui donne entièrement raison. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Marie-Christine Blondin pour le groupe écologiste. Marie-Christine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce n'est pas l'actualité qui confère à ce texte une quelconque urgence. C'est une contradiction croissante entre l'indépendance et l'éthique de l'information et le modèle économique que se donnent les médias depuis des décennies, modèle aggravé en France par les liens des éditeurs avec la commande publique et la précarisation de la profession. Prendre en considération le risque pour la démocratie que représentent ces changements et y trouver des parades est de notre devoir et ces textes sont bienvenus. Néanmoins, les propositions peuvent manquer leur cible si elles n'installent pas les garde-fous rigoureux et nécessaires que les journalistes sont en droit d'attendre pour exercer au mieux leur mission. Et les minorations de la Commission aggravent le renoncement. Les relire à l'aune du travail collectif d'investigation des journalistes sur les Panama Papers est édifiant. La protection du secret des sources est un bien précieux qui conditionne la liberté de l'information. Elle doit être renforcée et nous regrettons les amendements proposés par la Commission des lois. En réintroduisant la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public, celle-ci nous rétrograde à la formulation floue et sujette à interprétation variable de la loi de 2010. En supprimant la sanction de suspension des aides à la presse, notre commission se prive de la dissuasion, tant ces aides sont indispensables. Permettre de les supprimer ne fragilise pas les entreprises, les conduit simplement à respecter la loi. La présidente rapporteure nous rappelle que, je cite, « le capital confiance des Français à l'égard de leurs médias est faible ». Mais en refusant de faire davantage évoluer la législation, elle n'en tire pas toutes les conséquences et risque d'aggraver ce capital confiance des Français à l'égard de leurs représentants. De la suppression proposée des dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte, pourtant votées unanimement par l'Assemblée et qui s'articulaient pleinement avec la protection du secret des sources des journalistes, le moindre que l'on puisse dire est que cela irait
à rebours de l'histoire et de l'actualité récente. Je vous proposerai de réintroduire cet article essentiel pour que ces sentinelles sachent qu'elles peuvent alerter quand il y a fraude, transgression de la loi ou toute autre atteinte à l'intérêt général, et je remercie le gouvernement d'avoir anticipé en complétant le dispositif. Les écologistes sont en revanche sceptiques sur la mise en place des chartes déontologiques maison. Ainsi, chaque entreprise ou société disposerait de son propre texte. On offrirait donc la possibilité à certains titres d'être plus souples en matière de déontologie que d'autres, et aux journalistes qui y contribuent d'être plus ou moins regardants sur les conditions d'exercice de leur métier. Alors qu'il existe de solides textes de référence depuis l'article 34 de la Constitution jusqu'à la Charte de Munich, la géographie variable dans un contexte de précarité de la profession serait la porte ouverte au dumping éthique et à l'éclatement d'une ligne de conduite commune qui honore la profession. Un autre regret concerne la régulation de la concentration. Aujourd'hui, en France, 7 individus milliardaires disposent de 95% de la production journalistique. Leur métier d'origine importe peu. À un certain niveau, on accroche un groupe de presse à sa boutonnière, comme certains croient que la réussite à 50 ans s'affiche par une Rolex au poignet. Des exemples récents ont montré que la frontière entre information et intérêt des actionnaires envers leurs annonceurs est mince. Il y a des propriétaires de montres d'une certaine marque qui s'indignent. Seules des règles strictes peuvent éloigner le risque de dépendance des rédactions, de comportements zélés ou d'autocensure. Beaucoup de regrets, peu de satisfaction. Nous avions la possibilité de mettre en place des dispositions ambitieuses pour garantir la qualité de l'information. Certains ont pensé ce matin qu'il était urgent d'attendre pour ne fâcher personne. Alors que la démocratie vacille, que le peuple n'a plus confiance, gardons-nous en France de ne brandir qu'un sabre de bois qui fera rire les éditeurs de presse, ou plutôt ceux qui, à un moment donné de la courbe de leurs bénéfices, se sont servis de la presse comme une marchandise comme une autre. En l'état actuel, le groupe écologiste réserve son vote à l'évolution des avancées du texte. Merci, chers collègues. Madame Mireille Jouve intervient maintenant pour le groupe RDSE. Ça va bien? Merci. Madame le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, en ce moment même, en Turquie, se tient le procès de Can Dündar et Erdem Gül, journalistes au sein du journal progressiste et laïque Cumhuriyet. Ces deux journalistes d'investigation risquent aujourd'hui la prison à perpétuité. Pour quelle raison? Celle d'avoir publié une enquête sur la livraison d'armes par les services de renseignement turcs à des rebelles islamistes en Syrie au début de l'année 2014. Plus que jamais, cette affaire qui fait grand bruit en Turquie et qui est devenue l'un des symboles de la répression de la liberté de la presse par le régime de Recep Tayyip Erdogan doit nous rappeler l'importance de médias libres et indépendants. C'est l'objet de la proposition de loi examinée en séance aujourd'hui que de renforcer la garantie des principes constitutionnels qui fondent une liberté et une indépendance des médias effectives. Car il faut bien le dire, la confiance du public dans ces moyens d'information s'érode depuis plusieurs années. Les raisons de cette défiance sont protéiformes, ainsi que l'explique l'Observatoire de la déontologie de l'information. Les journalistes, moins soucieux d'une certaine éthique, sont considérés comme trop proches du pouvoir ou des puissances d'argent. Le phénomène est loin d'être nouveau. Rappelons-nous Albert Camus, défenseur acharné d'une morale professionnelle pour tous les journalistes et militant pour, je cite, « couper les liens incestueux
entre notre profession et les puissances d'argent. De ce point de vue, l'année 2015 est venue éclairer d'une lumière nouvelle le vœu que formait l'auteur de L'Homme révolté en 1939. Puisque jamais la concentration des médias entre les mains de quelques industriels dont les activités ont peu à voir avec l'information et la communication n'avait été aussi visible et importante. De Libération aux Parisiens aujourd'hui en France, en passant par l'Obs, l'Express ou BFM TV RMC, les exemples ont été égrenés des titres de journaux regroupés entre les mains d'une poignée d'hommes d'affaires. L'un de ces exemples a peut-être été plus symbolique que d'autres, tant il a parlé à notre imaginaire collectif lorsque la reprise en main de la ligne éditoriale de Canal+ par Vincent Bolloré s'est accompagnée de la censure de documentaires de l'émission spéciale Investigation. Un sujet et des questions qui ont animé les auditions de notre commission. Une démocratie ne peut que sortir renforcée lorsqu'une loi propose de consolider l'indépendance et le pluralisme de ces médias. Car si ce combat est avant tout celui des rédactions et des journalistes, il peut aussi avoir besoin de l'engagement de la représentation nationale. Cette loi peut ainsi permettre de faire évoluer la législation, eu égard à certaines pratiques devenues caduques, et favoriser l'émergence d'autres en rapport avec une certaine actualité. Je pense notamment à la jurisprudence relative au délit de recel de violation du secret de l'instruction, dès lors que l'intérêt général est en jeu. Ce délit est tombé en désuétude à mesure que les tribunaux prononçaient régulièrement la relaxe des journalistes. Je pense également aux dispositions visant à étendre le statut des lanceurs d'alerte en matière d'environnement et de santé publique, où l'importance de leur révélation n'est plus à démontrer. Il est d'ailleurs regrettable que sur ces deux points, la commission des lois comme celle de la culture ait décidé de faire marche arrière. Voilà un bien mauvais signal envoyé d'une part aux journalistes d'investigation et de l'autre aux lanceurs d'alerte, alors que l'actualité de ce début de semaine et les révélations qui ont suivi la publication des Panama Papers par Le Monde confirment justement à quel point nous avons besoin d'eux et par conséquent de protéger leur statut ou leurs enquêtes. Je regrette également les reculs de notre commission sur l'article 1er. Il paraissait tout à fait légitime de généraliser à tous les journalistes le droit d'opposition, protection dont bénéficiaient jusqu'alors les seuls journalistes de l'audiovisuel public. Notre commission a toutefois jugé bon de supprimer l'intime conviction professionnelle qui venait établir dans la pratique ce droit d'opposition. Or, celle-ci, loin d'être une humeur du moment, devait être formée dans le respect d'une charte déontologique dont chaque entreprise de presse devra se doter. Par ailleurs, c'est une notion qui existe de longue date pour les journalistes de l'audiovisuel public et dont la transposition dans la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle n'avait rencontré aucune opposition. Concernant cette charte déontologique, je forme également le vœu qu'elle permette l'inscription d'un code de bonne conduite sur l'emploi des journalistes et les conditions de leur rémunération, à un moment où les conditions de travail ne cessent de se dégrader et la part de pigistes augmenter. C'est d'ailleurs pourquoi, avec certains de mes collègues, nous proposerons une rédaction collégiale de cette charte de déontologie. Enfin, je proposerai également de rétablir le dispositif de retrait des aides publiques en cas de manquement aux obligations de transparence de l'actionnariat ou de violation des obligations de droit d'opposition des journalistes. Le principe me paraît suffisamment important pour être maintenu et je ne suis pas convaincue par l'argument selon lequel ce dispositif de sanction serait plus lourd pour les entreprises les plus fragiles. Il le sera avant tout pour celles qui ne respectent pas certains devoirs qui semblent pourtant essentiels. Mes chers collègues, le groupe RDSE se prononcera diversement sur ce sujet. Je terminerai, pour ma part, par cette phrase d'Albert Camus qui n'a pas fini de nous faire réfléchir. Un journal libre se mesure autant à ce qu'il dit qu'à ce qu'il ne dit pas. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Pierre Laurent a maintenant la parole pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Bonsoir.
Madame la ministre, Madame la présidente, la présidente de la commission et rapporteur, mes chers collègues, la liberté, l'indépendance et le pluralisme de la presse. Qui oserait prétendre qu'il ne s'agit pas là aujourd'hui d'une question centrale pour notre démocratie, mais aussi en ce moment d'un de ses maillons faibles. Notre démocratie ne se porte pas bien et les questions de la libre information, de son indépendance à l'égard des puissances d'argent, de son pluralisme réel et non seulement de la pluralité des canaux d'information, sont au cœur de cette crise démocratique. Donner à toutes les intelligences libres les moyens de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde, ce principe, ce droit fondamental énoncé par Jean Jaurès dans l'éditorial avec lequel il fondait l'humanité, est-il aujourd'hui assuré à tous nos concitoyens? Loin s'en faut. Nous attendions donc sur ce sujet essentiel une loi importante. Le quinquennat aura au contraire été marqué par des mouvements de contrôle et de concentration redoublés dans tous les grands moyens d'information, par une précarisation croissante d'une grande part des journalistes et par une instabilité économique croissante dans un secteur à la recherche d'un nouveau modèle d'équilibre. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, en quelque sorte une proposition de loi de rattrapage devant ce manquement à l'initiative législative attendue, a le mérite d'avancer donc enfin sur ces terrains essentiels. Mais ses limites sont aussi avérées. Elle laisse de côté deux questions majeures. Je l'ai dit, la précarisation croissante du métier. Tous les syndicats de journalistes ont tenu à insister auprès de nous sur cette question. Et les dangers que cette précarisation fait peser sur la qualité et le libre exercice professionnel du métier. Et deuxième question majeure laissée à l'écart de ce projet, l'étouffement du pluralisme par la concentration financière et multimédia qui ne cesse de se renforcer. Auditionné par la commission du Sénat, le président du CSA l'a pourtant reconnu, je le cite, « Les lois anti-concentration sont dépassées ». Nous proposons donc sur ce point des amendements essentiels. Mais au-delà, il faudrait d'urgence entreprendre un chantier législatif d'ampleur. On nous opposera, je le sais, l'imperfection de nos amendements. Mais qui peut le plus, peut le moins. Il constituerait un premier pas dans la bonne direction et une incitation à poursuivre. On nous objecte aussi qu'encadrer la mainmise de messieurs Arnaud, Bolloré, Bouygues, Dassault, Drahi, Berger, Lagardère, Niel, Pigasse, Pinot et autres crédits mutuels risquerait d'ouvrir la porte au capital étranger anglo-saxon sur la maîtrise de nos moyens d'information. Permettez-nous de penser que la protection du CAC 40 ne nous assurera pas la meilleure des garanties. À ce titre, je voudrais citer Hubert Beuve-Méry, qui savait faire la différence entre ce qu'il appelait une industrie de presse et une presse d'industrie. C'est la seconde, on dirait aujourd'hui une presse d'argent, vers laquelle nous avançons à grands pas. Une presse où, disait Beuve-Méry, il suffit que l'information n'aille pas porter quelque préjudice à des intérêts très matériels et très précis ou à l'occasion qu'elle les serve efficacement. Les exemples sont malheureusement nombreux et il suffit de regarder brièvement des exemples dans la dernière période de Merci Patron, des Guignols de l'info ou d'un reportage à charge sur le Crédit Mutuel sur Canal+, ou à l'inverse des préventions de M. Taverneau de M6 sur le fait qu'on ne doit pas supporter qu'on dise du mal de ses clients à l'antenne, pour vérifier que ces problèmes sont bien là. Car dans le même temps, chacun le sait, des titres majeurs du pluralisme, comme l'Humanité, Politis, Mediapart, mènent un combat acharné et quotidien pour assurer leur survie et en restant indépendants. La proposition de loi s'attaque principalement à offrir de nouvelles garanties d'indépendance aux journalistes et aux équipes rédactionnelles. Nous soutenons plusieurs de ces avancées, celles très importantes concernant la protection des sources. Et nous souhaitons que le texte soit renforcé en ce domaine, renforcé également pour protéger les lanceurs d'alerte. Nous saluons l'instauration d'un droit de retrait des journalistes quand un contenu lui est imposé à l'opposé des principes déontologiques et de ses convictions professionnelles.
Encore faut-il que ce droit ne soit pas bafoué dans les faits par la pression exercée sur chaque journaliste par des conditions de plus en plus précaires. Nous proposons également d'aller au bout de l'intention de transparence en exigeant la publicité totale des mouvements d'actionnaires dans la propriété des médias sans aucun seuil. Concernant la déontologie, nous appuyons certaines avancées du texte, mais nous voulons les renforcer, clairement les garantir par la référence aux chartes qui unissent la très grande majorité de la profession, au risque sinon de voir des chartes maison au rabais fleurir dans les rédactions au gré des rapports de force inégaux entre actionnaires et journalistes. Nous veillerons donc à introduire une référence claire à la Charte des droits et devoirs de Munich et à la Charte d'éthique professionnelle adossée à la Convention collective. Pour les mêmes raisons, plusieurs de nos amendements proposeront de renforcer et de garantir le poids et les droits des équipes rédactionnelles. Nous préférons ce chemin à celui choisi par le texte à propos du CSA. Nous mettons en effet en doute l'article qui concerne le rôle du CSA, qui partait, semble-t-il, d'une bonne intention, mais qui risque d'aboutir à un effet inverse, non pas la garantie de l'indépendance, mais le contrôle des rédactions et des médias, ce à quoi d'ailleurs le CSA dit lui-même qu'il n'est pas candidat. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, notre souhait est de travailler à enrichir les garanties apportées par ce texte, qui nous paraissent encore, dans plusieurs domaines clés, trop homéopathiques. Notre vote ici au Sénat sera également dépendant du sort réservé aux intentions affichées par la loi par la majorité sénatoriale. Des fois, dans les discussions, nous avons l'impression que la voix des grands actionnaires souffle manifestement dans les nuques. Et pour ce qui nous concerne, il est clair que nous ne voterions pas un texte vidé de ces quelques avancées pour ne plus avoir qu'un texte d'affichage vidé de son sens. Nous resterons donc actifs et vigilants dans la discussion pour rendre possible le vote de dispositions plus nécessaires que jamais pour la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. En l'état, donc, nous réservons notre vote. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leleux pour le groupe Les Républicains. Bonsoir. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, en paraphrasant un de mes maîtres à chanter, Jacques Brel, je dirais que la quête vers l'indépendance, cette inaccessible étoile, est une quête non seulement légitime, mais tout à fait louable. Et nous la partageons tous. Et même si cela reste un impossible rêve, nous devons tenter ensemble de l'atteindre. Toutefois, on peut s'interroger sur la précipitation qui entoure l'examen de ces deux textes qui nous sont présentés aujourd'hui et regretter que la procédure accélérée soit devenue ces derniers temps un moyen habituel de légiférer. À l'Assemblée nationale, le rapporteur, Patrick Bloch, a justifié l'urgence de ce texte par le souci de protéger les journalistes des risques de censure qu'engendrerait une concentration grandissante des médias. Et aussi, à la suite de la déprogrammation, à la demande de la direction d'une émission d'investigation sur les antennes de Canal+, d'où le surnom qui est venu petit à petit à cette proposition de loi anti-Bolloré. Cette affaire avait d'ailleurs fait grand bruit à l'automne dernier. On se souvient que le CSA était intervenu, que l'émission avait été reprise par France Télévisions d'ailleurs, ce qui démontre quelque part qu'une forme de régulation s'impose quand il y a une transgression à cette indépendance et elle peut se faire quasiment naturellement. Personnellement, je décèle dans ce texte, et cela a été confirmé dans les débats qui m'ont parfois mis un peu mal à l'aise, un esprit de défiance et de suspicion à l'égard des rédactions de presse, des directeurs de journaux et de chaînes. Et d'ailleurs, nos interlocuteurs, lors des auditions de la Commission, l'ont perçu de cette façon. Ils sont en revanche dans l'attente d'autres mesures qui les aideraient à faire face à la crise économique que traverse le secteur depuis le développement du numérique et qui, elles, en revanche, justifieraient l'urgence. A contrario, le texte qui nous parvient de l'Assemblée nationale proposait de nombreuses nouvelles contraintes pour les entreprises, telles que l'obligation de consultation annuelle du comité d'entreprise sur le respect des droits d'opposition des journalistes, sur l'adaptation des conventions
conclus par le CSA avec les éditeurs de services et, je passe, un certain nombre de contraintes qui figuraient dans ces textes. Le texte a donc été sensiblement modifié par la Commission, à l'initiative de notre rapporteure, Catherine Morin-Desailly, dont je tiens à saluer la rigueur, la qualité du travail et sa qualité d'écoute. Nous avons maintenu l'extension du droit d'opposition aux journalistes de presse écrite, tout en veillant à la constitutionnalité de cette disposition, en supprimant la notion trop subjective d'intime conviction professionnelle de l'article 1er. Et à mon avis, que je partage d'ailleurs avec Madame le rapporteur, il faudra maintenir cette suppression ici en séance. Nous avons évité un risque juridique, des complications pour le juge, mais aussi une représentation vexatoire des liens de travail dans les sociétés de presse. L'article faisait clairement des journalistes un contre-pouvoir éditorial, pouvant désavouer leur hiérarchie, alors même qu'ils disposent déjà d'un statut protecteur et que la responsabilité civile et pénale du directeur de la publication est engagée. Il est certainement plus utile, pour garantir cette liberté de conscience, de généraliser les chartes déontologiques au sein des sociétés, comme cela a été prévu à l'Assemblée nationale après l'intervention de notre groupe. De même, la version initiale du texte permettait une ingérence excessive et injustifiée du CSA et des comités d'éthique dans les rédactions, faisant du CSA une sorte d'arbitre, voire de censeur, des relations entre les journalistes et leurs employeurs. Notre commission a donc pris une sage décision en refusant d'étendre exagérément les pouvoirs du CSA, tout en lui reconnaissant une mission de veille en matière de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information et des programmes. La même sagesse a motivé l'examen des articles portant sur les obligations d'information des sociétés en matière de transparence du capital. Nous avons choisi de relever le pourcentage déclenchant les obligations à un niveau plus adapté à la conjoncture actuelle. De même, la création d'une nouvelle sanction pour les manquements constatés mettant en cause le soutien financier apporté aux entreprises les plus fragiles nous a semblé disproportionnée et ne figure donc plus dans la version adoptée en commission. Enfin, je signalerai les modifications de l'article 1 ter sur la protection des sources des journalistes. Il y a en effet un équilibre à préserver entre la liberté d'information que nous appelons tous de nos vœux et les intérêts majeurs de notre société, en l'occurrence le secret de l'instruction. À côté de ces modifications, nous avons maintenu les dispositions en faveur de la publication des annonces légales, ainsi que certaines avancées concernant l'incitation fiscale à investir dans les entreprises de presse votées en 2015, mesures qui ont peu à voir avec l'indépendance et la transparence des médias et qui présentent un intérêt pour les entreprises. Je rappellerai qu'il faut urgemment répondre aux défis majeurs que rencontrent la presse et le secteur audiovisuel en but à la baisse des ventes au numéro, à l'érosion et au vieillissement des publics à la suite des recettes publicitaires et aux difficultés d'adaptation numérique. Ces défis sont multiples, le principal étant d'assurer la survie de nos entreprises face au développement des géants internationaux. Ainsi, la déconcentration des médias en Europe n'est-elle pas forcément, à mon sens, un signe de menace pour l'indépendance des journalistes, mais bien au contraire une nécessité économique. De nombreux rapports se sont succédé pour modifier et apporter des mesures devant les difficultés rencontrées par les médias et l'audiovisuel. On souhaiterait que ce chantier de réforme soit engagé et il y a d'importantes mesures à prendre. En conclusion, mes chers collègues, notre groupe apportera son vote à ce texte dans la mesure où il conservera la valeur ajoutée que la Commission a adoptée dans sa version finale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Philippe Bonnecarrère a la parole pour le groupe UDI-UC. Bonsoir, Philippe. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, quel beau titre pour une proposition de loi. Comment expliquer qu'une telle proposition puisse faire l'objet d'une opposition très large des éditeurs de presse et des syndicats de journalistes? Nous sommes convaincus de l'importance des enjeux
et des valeurs d'indépendance comme de pluralisme des médias. Dans la France de l'esprit des Lumières, l'indépendance de la presse est solidement ancrée dans nos consciences. J'admets donc volontiers que l'on n'est jamais assez exigeant, jamais assez vigilant à cet égard, même si je ne perçois pas de remise en cause. Sont mises en avant, nous venons de l'entendre, quelques incidents récents où tel reportage n'aurait pas pu être diffusé. Le fait que ces éléments aient donné lieu à de forts débats dans la société française montre que les principes d'indépendance et de pluralisme des médias sont bien vivants et spontanément perçus comme légitimes. Aussi est-il probablement excessif de nous proposer ce texte en procédure accélérée, initiative pour partie désordonnée, rajoutant des contraintes peu en phase avec l'évolution des médias. Le risque principal est économique, c'était votre propos il y a quelques secondes, Monsieur Leleux, au regard de la faiblesse de la surface financière ou des résultats de beaucoup d'entre eux. L'économie des médias me semble plus en danger en 2016 que leur indépendance. La dissociation entre liberté formelle et liberté réelle, s'il m'est possible de faire un clin d'œil à Monsieur Laurent, n'est pas à sous-estimer dans ce domaine. La liberté ne sera réelle que lorsque l'équilibre économique des médias français sera de nouveau assuré. L'interrogation économique se double d'une remise en cause technologique avec l'émergence du numérique, l'arrivée de nouveaux concurrents issus de cette sphère, acteurs internationaux le plus souvent et devenant des médias de plein exercice, ce qui a été un des propos, Madame le rapporteur, qui vous a servi de guide. L'entreprise de presse audiovisuelle ou écrite est une entreprise qui n'a besoin ni d'instabilité ni de complexité. La faiblesse structurelle de la proposition de loi vient du fait qu'elle s'éloigne de cette notion d'entreprise, voire qu'elle commet des contresens, à l'exemple du rôle qui aurait pu être confié, si on était resté sur les termes initiaux, au comité d'entreprise. De la même manière, vouloir faire du CSA un juge, un arbitre sur ce même terrain déontologique, alors qu'il est lui-même acteur à travers sa compétence de désignation, ne semble pas une réflexion aboutie. Dans le calendrier très bref offert par la procédure accélérée, il était illusoire pour la Commission de l'éducation, de la culture et de la communication de travailler sur l'ensemble du cadre économique d'exercice des médias. Il serait de même inapproprié ou hâtif de vouloir modifier les équilibres de la loi de 1881. La Commission a essayé de faire simple, efficace et d'anticiper, Madame le rapporteur, sur des conciliations possibles entre journalistes et éditeurs de presse d'une part, entre Assemblée et Sénat d'autre part. Il est permis d'observer que la proposition de loi ne traite pas de la définition du journaliste professionnel, définition curieusement toujours double avec celle des articles L7511-3 et L7111-5 du Code du travail et celle introduite par la loi du 4 janvier 2010 à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1880. J'approuve les amendements présentés par Madame le rapporteur et retenus par la Commission. Un pas en avant important est proposé vers les journalistes avec les chartes de déontologie, tout en laissant ouvertes leurs conditions d'adoption afin de donner plus de souplesse, enfin donner en tout cas de la souplesse aux entreprises de presse et de ne pas dissoudre la responsabilité du directeur de publication. C'est l'objet de l'article 1 qui à la fois généralise le droit de tout journaliste à refuser toute pression ou à ne pas divulguer ses sources et qui étend la charte déontologique à tous les médias avec une date d'adoption réaliste. J'approuve également la clarification de l'article 1 bis au regard des comités d'entreprise dont la vocation est bien stabilisée. Nous aurons des débats sur la question des lanceurs d'alerte où le choix a été de renvoyer à un texte adéquat, généraliste pour éviter de tronçonner ce sujet par ailleurs tout à fait partagé sur les différentes bandes de notre Assemblée, mais au risque de sérieuses contradictions. Le CSA retrouverait son rôle de régulateur et les comités de déontologie
se verrait proposer une définition plus adaptée, notamment quant aux conditions de saisine avec l'article 7. Sur la question des protections, de la protection des sources que vous avez développée, Monsieur le rapporteur pour avis, l'idée de la commission des lois semble pour l'essentiel de préserver ce secret des sources autant qu'il est possible, sans modifier les équilibres trouvés au fur et à mesure du temps par la Cour européenne des droits de l'homme. Une rédaction plus brève des dispositions a été vue par certains qui s'en sont émus comme un retour en arrière, là où le souci est plutôt de pertinence juridique au regard d'une jurisprudence bien assise, soit du point de vue du droit à l'information et de l'indépendance des journalistes, soit de la protection de la vie privée ou de la présomption d'innocence. J'ajouterai que l'article 1 ter pose bien le principe de la protection des sources des journalistes, précise qui a droit à cette protection du secret des sources et définit ce qu'est une atteinte à celui-ci en fixant les exceptions au principe de manière limitative. Autorisez-moi à conclure en indiquant que notre commission a très fermement insisté sur l'importance du maintien de l'article 11 ter dans la version issue de l'Assemblée nationale, tant le pluralisme de la presse hebdomadaire, qui assure un maillage essentiel dans les départements, serait atteint si l'accès aux annonces légales ne leur était pas réouvert, notamment sur les ventes dites commerciales. Le sujet n'est d'ailleurs pas limité à la presse hebdomadaire et la presse quotidienne, qu'elle soit régionale ou nationale, y est également attentive, en vous remerciant, mes chers collègues, de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur David Assouline pour le groupe socialiste et républicain. Oui, pour parler maintenant plus précisément du débat tel qu'il est au nom de mon groupe, tel qu'il s'est produit après avoir présenté l'objet de ma loi comme auteur. Je veux dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion dans les débats. J'ai écouté attentivement Madame le rapporteur. Elle a absolument, par un exposé assez précis, justifié le fait qu'on légifère là-dessus. Et elle n'a pas jugé inutile de légiférer là-dessus. Elle n'a pas considéré que finalement, comme le dit Monsieur Leleux, la régulation se fait de façon naturelle, ce sont ses propres mots. Donc, je vois que le débat est nécessaire et je sais entendre la différence de jugement par rapport à ces lois entre Madame le rapporteur et ce que nous ont dit un certain nombre de patrons de presse et de médias qui sont relayés de façon quasi parfaite par Monsieur Leleux. Il n'y a pas cette régulation de façon naturelle et on n'a jamais considéré, quand il s'agissait du droit et de l'indépendance de la presse et des médias, qu'on pouvait s'en remettre à une quelconque régulation naturelle. On pose des droits, on pose des règles, on pose des principes qui permettent justement que la régulation ne soit pas naturellement sauvage. Et quand il s'agit, là, pas de l'audiovisuel public, mais de groupes privés, les rapports de force, on les connaît. C'est ceux qui possèdent qui décident. Et donc, quand il s'agit de l'information, il faut une protection. Je voulais dire qu'il y a ces débats avec Madame le rapporteur sur les précisions à apporter par rapport à plusieurs sujets où j'entends qu'il y ait débat, même si on n'a pas les mêmes formulations, parce qu'il faut préciser. Que ce soit sur le rôle du CSA, que ce soit sur les comités d'indépendance, d'éthique ou de déontologie, par qui ils sont nommés, de qui ils sont composés, quel est le champ de leur activité, quel est le regard du CSA sur ces comités, le débat aussi sur les chartes. Je soutiendrai ici le fait que les chartes ne peuvent pas être des chartes maison déconnectées de principes généraux de la profession.
et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Donc là aussi, je crois que ce qu'a dit Pierre Laurent, il faut en tenir compte, mais je n'ai pas trouvé, par la référence qui ne me semble pas juridiquement très stable, à des textes infralégislatifs, la bonne accroche pour fixer les principes généraux. Mais tous ces débats sont complètement légitimes, et y compris parce qu'on légifère de façon un peu trop rapide, je ne suis pas sûr toujours de défendre la position qui est la meilleure. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'un de nos amendements renvoie à une clause, pas de revoyure, mais à un moment donné où il faudra que le Parlement regarde, après avoir fait ça, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a visé juste? Est-ce qu'il faut compléter? Parce que là-dessus, personne ne peut dire « j'ai complètement raison, mais l'effort est fait pour mettre ces garde-fous ». Il y a ces débats. Et il y a le débat que pose M. Leleu, qui finalement dit qu'on ne fait que venir embêter des entreprises qui sont déjà dans la difficulté, au lieu de venir en aide sur leurs difficultés. Franchement, il n'y a pas une entreprise de médias ou de presse dans ce pays qui peut dire qu'elle est maltraitée par les pouvoirs publics, y compris en termes d'aide financière, au vu même de leur capital et de leurs moyens propres. Hein? Suivez mon regard, mais franchement, on devrait plutôt dire merci à l'État de l'aide qu'il apporte, y compris dans la distribution de la presse, etc., l'implication qu'a l'État pour permettre ce pluralisme, aujourd'hui, est à saluer. Et je veux, moi, maintenant finir par un élément que j'ai introduit par amendement, on y reviendra, qui est que même quand et là il y avait consensus, les reventes spéculatives de fréquences, Madame Morin-Desailly, dans la loi, avait proposé une taxation sur les plus-values à 20% pour dissuader. On était unanime. Moi j'avais proposé il y a longtemps 5, c'était pas unanime, mais maintenant 20 c'est unanime, je suis pour. Ensuite, le CSA a réagi, je finis, a réagi à cette vente spéculative de numéro 23, conformément à ce que voulait Madame Morin-Desailly. Aujourd'hui, le Conseil d'État a cassé la décision. Je proposerai un amendement pour donner les moyens au CSA d'exercer sa mission sans être entravé, en faisant que les attributions de fréquences vivent une période probatoire où on puisse vérifier au bout de 2 ans et demi si les engagements pris sont tenus. J'expliquerai pourquoi dans l'amendement, mais je pense qu'il faut aussi savoir légiférer en répondant aux situations concrètes qui se posent. Et là, c'est un vrai camouflet pour ce qu'on a pensé unanimement ici, que les reventes de fréquences spéculatives ne sont pas bonnes pour la démocratie. Madame Patricia Morhet-Richaud, pour le groupe Les Républicains, a la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner conjointement une proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale visant à renforcer l'indépendance et le pluralisme des médias et une proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions à l'initiative de nos collègues sénateurs du groupe socialiste et républicain. Faudrait-il voir là, à travers ce tir croisé de nos collègues de la majorité gouvernementale, une réponse à un réel danger qui menacerait la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias en France. Il est vrai que l'émergence de nouveaux groupes de presse et les prises de participation dans les médias doivent nous conduire à une grande vigilance pour préserver la liberté de l'information et la liberté d'expression, les fondements de toute démocratie. Pour ma part, comme de nombreux collègues, j'imagine, je n'ai pas constaté de raréfaction de l'information, bien au contraire. Nous avons en France la chance d'accéder à une multitude d'informations grâce à une pluralité des supports tels que la radio, la télévision, la presse écrite ou encore Internet. S'il est vrai que l'accès à Internet ne garantit pas qu'il s'agit bien d'une information, c'est-à-dire vérifiée par des professionnels
qui ont d'une part identifié la source et d'autre part recoupé les faits. C'est aussi un véritable moyen de faire circuler l'information. Il convient donc de garantir qu'un véritable travail de journaliste a été effectué en amont, qui soit indépendant et dont la ligne éditoriale ne soit pas dictée par un quelconque intérêt, qu'il soit personnel ou professionnel, comme le souci, par exemple, de ne pas déplaire à certains annonceurs. Réunis pour débattre de ce texte, je me demande si l'indépendance éditoriale de l'audiovisuel français serait menacée au point de vouloir accorder au CSA plus de pouvoir et lui conférer un rôle supplémentaire de veille sur les bonnes pratiques. Je ne sais pas vous, mais moi, après la diffusion hier soir du magazine Cash Investigation consacré aux Panama Papers, je ne perçois pas de réelle connivence entre le monde des affaires et celui des médias. La régulation exercée par le CSA semble plutôt bien fonctionner et je m'étonne de la volonté de nos collègues à vouloir légiférer, ou tout au moins vouloir légiférer dans la précipitation. En effet, nos concitoyens ont à l'égard des médias, comme à l'égard des politiques d'ailleurs, une grande méfiance. La question de l'indépendance et de l'honnêteté de l'information mérite d'être posée, mais sûrement pas dans le cadre d'une procédure accélérée. Elle mérite un large débat public qui tienne compte de tous les aspects autour de cette question, au-delà du seul respect de l'indépendance éditoriale, du pluralisme des opinions ou du contrôle déontologique. Je me félicite d'ailleurs de l'important travail réalisé en commission par nos collègues et en particulier par notre collègue Catherine Morin-Desailly. Comme un certain nombre de sénateurs, j'ai été saisie par des entreprises de presse locales qui publient des annonces légales. Je suis pour ma part favorable au maintien de l'obligation de ces publicités dans la presse papier, car ces supports sont encore très lus et attendus dans nos territoires ruraux et de nombreux emplois sont concernés. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Duranton pour le groupe Les Républicains. Donc, je vais leur dire. Rebonjour. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission Culture, mes chers collègues, permettez-moi de féliciter en premier lieu le travail effectué et la rigueur de ma collègue Catherine Morin-Desailly au nom de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Nous aurions pu facilement rejeter ce texte, qui, je le rappelle, est une loi de circonstance et démagogique. Le texte a été amendé afin notamment de supprimer les principales contraintes imposées aux sociétés de presse ou audiovisuelles. Je salue également le travail de mon collègue Hugues Portelli sur la protection des sources des journalistes. Il a fait adopter plusieurs amendements visant à assurer le respect des enquêtes et de l'instruction et plus largement de l'intérêt public. La liberté d'information, l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et le pluralisme sont intimement liés à la démocratie et évidemment indispensables à la vitalité de nos débats. Mais force est de constater que la proposition de loi, telle qu'elle avait été rédigée, posait davantage de questions qu'elle ne résolvait les problèmes dénoncés. De plus, nous savons tous que les textes de circonstance et la précipitation font rarement de bonnes lois. Preuve en est la méthode de vouloir confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel une nouvelle mission, à savoir de garantir, je cite, « l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes ». Méthode douteuse, puisque nous pouvons tout de même émettre des réserves sur l'indépendance du CSA, en raison notamment des modalités de nomination de son président par le président de la République, sans aucune exigence de compétence. De plus, le CSA éprouve déjà des difficultés à s'acquitter de ses missions traditionnelles, à savoir veiller au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. La Commission de la Culture a en effet restreint les pouvoirs exorbitants conférés par l'article 2 au CSA.
Elle a supprimé le pouvoir du CSA d'adapter les conventions qu'il conclut avec les éditeurs de services TV ou radio pour assurer le respect des principes du pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information des programmes. En effet, le 23 mars dernier, M. Schrammeck, président du CSA, nous avait clairement indiqué que le CSA n'avait jamais demandé de modification législative. La liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, pour reprendre l'intitulé de cette proposition de loi, seraient-ils menacés en France? Est-il urgent de légiférer, de surcroît en procédure accélérée, sans avoir le temps ni la concertation ni de l'étude d'impact? Il est vrai que notre pays a mis énormément de temps à prendre conscience des bouleversements, à savoir le développement d'une presse gratuite, la révolution du numérique, l'application des réseaux sociaux. Tout cela a changé les usages de nos concitoyens et surtout a remis en cause le modèle économique des médias traditionnels. Je doute que cette proposition de loi soit à la hauteur des enjeux qui intéressent les médias aujourd'hui, même si certains dispositifs me paraissent utiles. Est-ce que ce texte permettra de garantir l'indépendance et le pluralisme des médias? Aujourd'hui, l'enjeu est surtout dans la survie des entreprises de presse et audiovisuelles face aux géants d'Internet, Google ou encore Facebook. Permettez-moi de rappeler également le contexte dans lequel nous avons dû examiner cette proposition de loi en procédure accélérée, après un doublement des articles lors du passage à l'Assemblée nationale, puis un examen au Sénat, 4 semaines après le vote à l'Assemblée. Ces conditions ne permettent pas un travail de fond sérieux au regard des enjeux que j'ai indiqués précédemment. C'est pourquoi je félicite notre présidente rapporteure qui, avec ses amendements, a véritablement bien défini un socle des principes applicables aux groupes audiovisuels et aux entreprises de presse. Ces amendements préservent la liberté éditoriale, l'indépendance des journalistes vis-à-vis du CSA et le rôle de régulateur que ce dernier doit avoir. Comme à chaque fois, la majorité sénatoriale travaille dans un esprit constructif et l'examen de cette proposition de loi en est un exemple et je tenais à l'indiquer. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la Commission, mais Madame la Ministre souhaite s'exprimer. Je vous en prie, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur certains des points qui ont pu être évoqués lors de cette discussion générale. Peut-être le premier qui me semble légèrement fallacieux, qui serait d'opposer le débat sur la viabilité économique de la presse et celui sur son indépendance. Je crois que l'un nourrit l'autre. En restaurant la confiance dans les médias à travers la proposition de loi qui vous est soumise, vous participez aussi au renforcement de leur viabilité économique, de la viabilité économique de ces titres de presse, en restaurant la confiance que le public peut avoir à leur égard. Et je crois que les chiffres qui ont été cités par plusieurs intervenants et dont Madame le rapporteur montrent qu'il est nécessaire de restaurer cette confiance. S'agissant néanmoins de l'enjeu du partage de la valeur et du modèle économique de la presse et de l'audiovisuel, vous avez soulevé un vrai débat, un débat qui est complémentaire, encore une fois, et qui ne doit pas être opposé, un vrai débat auquel le gouvernement participe pleinement, notamment à Bruxelles, dans son rapport avec la Commission européenne, puisque le phénomène auquel on assiste depuis une quinzaine d'années, avec le développement des plateformes numériques, et plusieurs d'entre vous ont souligné le rôle du numérique aujourd'hui dans la distribution de l'information. Quelle est-elle? Quel est ce mouvement? Ce mouvement, c'est une monétisation de l'information qui se fait par les géants du numérique au détriment de ceux qui produisent l'information. On a l'impression que l'information est partout, qu'elle est gratuite. En réalité, ceux qui la produisent en tirent moins de bénéfices et on voit bien qu'il y a effectivement une fragilisation économique de la presse dans son ensemble, derrière une illusion de profusion de l'information qui a également été soulignée notamment par Sylvie Robert. Donc en renforçant par ailleurs les capacités d'investigation de la presse, d'approfondissement des sujets, eh bien on renforce le réel travail d'information au détriment de cette prolifération illusoire et de cette fragilisation économique à laquelle nous assistons. S'agissant du secret des sources, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le débat.
Monsieur Portelli a évoqué l'égalité de tous les citoyens devant la loi pour s'étonner que les journalistes aient droit à des droits spécifiques liés à l'exercice de leur métier. Pourtant, c'est un mécanisme que nous connaissons bien. Le droit au secret médical, le droit des avocats au secret dans leur rapport avec leurs clients protège la démocratie. C'est pour ça qu'il y a des droits spécifiques à la protection du secret des sources qui sont au service de l'intérêt général. Donc il me semble que cet argument ne doit pas être utilisé. S'agissant de la conciliation du secret des sources et des exigences de la sécurité nationale, qui a également été évoquée, je voudrais dire que la proposition du gouvernement, et qui a été largement reprise par l'Assemblée nationale, vise justement à concilier les deux, c'est-à-dire les impératifs de sécurité publique et la nécessité de protéger les sources des journalistes. Vous connaissez, je vous les rappelle, les insuffisances de la loi du 4 janvier 2010 à laquelle vous souhaitez revenir. Vous avez évoqué le recel de la violation du secret de l'instruction, par exemple, qui, à mon sens, n'est pas assez bien traité par la loi de 2010. Il faut bien préciser que le secret des sources est protégé uniquement dans le cas où ce recel poursuit un but d'intérêt général. Je doute que l'exemple particulièrement scabreux que vous avez cité répondent à cette exigence d'intérêt général. Et donc les journalistes ne sont pas hors la loi et hors sol, mais quand ils défendent l'intérêt général, ils ont droit à une protection particulière. Je voudrais souligner encore sur ce sujet du secret des sources la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public que vous avez cité. C'est une notion assez floue, qui est certes utilisée par la Cour européenne des droits de l'homme, mais le Conseil d'État a également été consulté sur le texte que nous avions déjà élaboré en 2013, et vous l'avez rappelé, qui était resté en suspens depuis, et il a tout à fait validé le fait que dans cette nouvelle proposition que nous vous soumettons, ces cas soient précisément listés pour être mieux encadrés et que l'on sache ce que recouvre l'impératif prépondérant d'intérêt public. Donc ces cas ont été listés dans le texte du gouvernement, dans des choix que je peux rappeler. Le choix d'inclure dans ces infractions les délits prévus par le titre 1, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, le titre 2, le terrorisme, du livre 4 du Code pénal. Et c'est donc strictement conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et aux recommandations du Conseil d'État datant de juin 2013. Voilà pour le secret des sources. Je voudrais ajouter aussi un point sur les lanceurs d'alerte qui a été évoqué par Madame Jouve, je crois. Nous vous proposerons de rétablir ce statut particulier des lanceurs d'alerte lorsqu'ils confient des secrets aux journalistes ou des faits qui méritent d'être portés à la connaissance du public. Et je dois dire que cela s'inscrit dans un mouvement d'ensemble de protection des lanceurs d'alerte, puisqu'en matière financière, le projet de loi dit Sapin 2 va également vous proposer de protéger en matière financière les lanceurs d'alerte. Et c'est un mouvement qui me semble parfaitement utile à nos démocraties et on l'a vu s'appliquer dans un certain nombre de pays. Et je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Alors, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que la présente proposition de loi a été inscrite par la Conférence des présidents dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain, pour une durée de 4 heures, c'est-à-dire jusqu'à 18h45, compte tenu des rappels au règlement et de la brève suspension de séance que nous avons fait. Nous nous arrêterons donc à 18h45. Nous passons donc à la discussion du texte et la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En introduction de l'article 1er avec lequel s'ouvrent nos débats, je voulais apporter quelques précisions utiles à notre réflexion. Je souhaiterais tout d'abord rappeler les principes qui ont présidé à nos travaux et conduit notre commission à y apporter plusieurs modifications d'importance lorsque la semaine dernière, elle a établi le texte sur lequel nous nous prononçons aujourd'hui. Le premier de ces principes est, mes chers collègues, l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi. Dans ce cadre,
Bien sûr, si notre commission partage la volonté de l'auteur de la proposition de loi de voir les journalistes bénéficier des garanties nécessaires au libre exercice de leur profession, elle s'est interrogée sur la pertinence d'une partie du dispositif proposé. Elle a donc retenu le principe du droit d'opposition des journalistes, Madame Jouve, contrairement à peut-être ce que vous avez compris de l'élaboration de cet article 1er au sein de notre commission. Mais elle s'est prononcée contre l'introduction dans la loi fondatrice du 29 juillet 1881, relative donc à la presse, de la notion d'intime conviction professionnelle, dont la subjectivité, alors même qu'elle fonde un droit nouveau, pose vraiment question. Sa constitutionnalité même est douteuse, car l'absence de définition de cette notion rend manifeste l'incompétence négative du législateur à son endroit, et partant l'établit en contrariété avec l'article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, en effet, se montre traditionnellement attentif à ce que le législateur épuise sa compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une liberté, en particulier lorsqu'elle entre dans le champ de la liberté d'expression. Or, à la différence, mes chers collègues, de la clause de confiance et la clause de cession, la clause de conscience et la clause de cession, dont les conditions d'application sont parfaitement définies par le Code du travail, l'intime conviction professionnelle du journaliste s'apparente plutôt à un droit moral par nature difficile à encadrer. Le second principe que nous avons retenu pour présider à nos travaux a été celui de la recherche de l'efficacité des dispositions votées et en l'espèce de leur cohérence avec la réalité du fonctionnement des entreprises de presse et audiovisuelle. Ainsi, la généralisation des chartes déontologiques à l'ensemble des entreprises de presse représente une avancée significative. Madame le rapporteur, vous dire que nous sommes tous rentrés dans les 2 minutes et demie maintenant. Très bien. Donc faites attention parce que tout le monde veut qu'on fasse l'article 1er, mais bon, voilà. Bien. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, je me dépêche de terminer. Donc ces chartes déontologiques, réclamées d'ailleurs de longue date par le syndicat national des journalistes. Et c'est vrai que si de grands textes nationaux, je ne vais pas revenir dessus, vous les connaissez tous, ont progressivement émergé, elles sont loin d'être systématiques donc à l'échelle de l'entreprise. Voilà. Mais je soulignerai que l'échec de la généralisation de ces chartes comme de l'élaboration d'un texte unique qui a été envisagé par les États généraux de la presse en 2009, plaide par réalisme pour des chartes d'entreprise ou de groupe. Et là, je réponds par anticipation aux collègues qui souhaiteraient une charte unique. Voilà, selon le même principe d'efficacité, donc j'ai proposé à notre commission de laisser les modalités de l'élaboration de la charte s'adapter à la réalité de l'entreprise. Merci de m'avoir écouté. Merci, chère Catherine. Jean-Pierre Sueur a maintenant la parole pour 2 minutes et demie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en 2 minutes et demie, je remercierai mes collègues, Monsieur Assouline, Madame Robert et les autres, d'avoir inscrit dans le temps du groupe socialiste ce texte. Je lis dans cet article 1, Madame la Présidente, tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources. Et lorsqu'il signe, on ne peut pas lui imposer de signer quelque chose avec quoi il serait en désaccord. Il y a dans cet article 1 des principes fondamentaux qui sont ensuite illustrés dans le texte lorsque l'on définit qui est protégé par le secret des sources. C'est très important. Toute personne qui exerce la profession de journaliste, qui exerce des fonctions de direction, qui contribue à la rédaction au sein des entreprises de presse. C'est très important. Et de même, il est essentiel que l'on écrive noir sur blanc qu'il ne peut être porté atteinte au secret des sources seulement si cette atteinte est justifiée soit par la prévention et la répression d'un crime, soit par la prévention d'un délit qui est par ailleurs défini. Il y a là, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, des fondements de la démocratie. Et moi, je regrette d'avoir assisté depuis plusieurs années dans cette enceinte du Sénat à des débats sur la question qui n'ont pas été conclusifs.
et qui n'ont pas affirmé cela. Alors, puisqu'il me reste peu de temps, vous l'avez bien compris, Madame la Présidente, je dirai seulement merci d'avoir inscrit cela, mais le temps va nous manquer et il est temps, plus que temps, il est grand temps d'adopter enfin un texte sur le sujet. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je me réjouis de ce que j'ai entendu dire, mais peut-être allez-vous le redire, à savoir que le gouvernement prendrait les dispositions de telle manière que les textes qui sont venus devant le Sénat, comme celui-ci, ou devant l'Assemblée, puissent aller à leur terme, car c'est un engagement du Président de la République, et il serait vraiment incompréhensible que cette protection du secret des sources des journalistes ne fût pas inscrite le plus vite possible désormais dans notre législation. Merci pour votre indulgence. Je vous en prie. Alors, nous allons passer à l'article 1er avec deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. C'est Madame Jouve qui le présente, le 34 rectifié. Merci Madame la Présidente. Pour répondre à Madame la Présidente de la Commission Culture, je pense en effet que cet amendement sur l'intime conviction est important et je crois avoir compris le sens de l'article 1er. Cet amendement donc vise à rétablir la notion d'intime conviction professionnelle que le journaliste peut opposer à sa direction pour refuser toute pression de signer un article, une émission ou une contribution dont la forme ou le contenu aurait été modifié à son insu ou contre sa volonté. J'ai entendu en commission les craintes de contentieux que pourrait faire peser cette mesure, mais elle existe déjà pour les journalistes de l'audiovisuel public depuis près de 30 ans et n'a donné lieu à aucun contentieux. En outre, la majorité précédente a conféré en 2009 une valeur législative à cette notion pour tous les journalistes de l'audiovisuel public. Pourquoi une mesure juste pour les journalistes de l'audiovisuel public ne le serait-elle pas pour tous les autres ? Par ailleurs, le débat sur la légitimité de cette notion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale a débouché sur le fait d'asseoir cette intime conviction professionnelle sur des fondements déontologiques issus de la charte de l'entreprise, donc des principes clairs et précis. Il me paraît que c'est dans cette notion d'intime conviction professionnelle que réside la responsabilité du journaliste d'exercer sa profession et de la voir respectée. Je vous remercie. Alors, le 37, Monsieur Assouline. Oui, merci Madame. Là où il pourrait y avoir une confusion pour ceux qui n'ont pas suivi les débats plus précisément, c'est que le droit d'opposition est maintenu par Madame Morin-Desailly complètement. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça répond à tous ceux qui disent cette loi est inutile. Imaginez-vous que Madame Morin-Desailly, la rapporteure, dit et maintient dans cette loi ce qui est le plus fondamental. Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu aurait été modifié à son insu ou contre sa volonté. Les patrons de presse, que je respecte, étaient contre ça, en disant ça va nous créer le pataquès. Madame Morin-Desailly le maintient. Donc elle juge utile de le dire aujourd'hui. Où il y a la discussion, c'est que l'Assemblée a ajouté qu'il peut refuser un acte contraire à son intime conviction professionnelle. Et là, il y a un débat sémantique. L'intime conviction professionnelle, c'est moi-même qui l'ai introduit dans la loi dite Sarkozy sur l'indépendance de l'audiovisuel, sur l'audiovisuel public. D'accord ? Donc, ne parlons pas d'inconstitutionnalité, Madame Morin-Desailly, là nous avons une divergence. Parce que si c'était inconstitutionnel, ça aurait été cassé, alors que c'est dans la loi qui venait de la droite, en l'occurrence, et c'est un amendement que j'avais proposé, qui a été intégré, qui est une loi de la République aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec ceux, dont Madame Morin-Desailly,
qui veulent enlever les mots intime conviction professionnelle, parce que là, il ne s'agit pas de le mettre dans une loi sur l'audiovisuel public, mais dans la loi sur la presse, et que là, il faut que les mots soient très précis. Intime, je ne sais pas ce que ça veut dire trop dans une loi générale. Et la notion de professionnel renvoie à des rapports de négociation professionnelle qui ne sont pas complètement liés à la déontologie du journaliste. Donc moi, j'ai proposé une formulation intermédiaire. La conviction, mais ça ne peut pas être sa conviction religieuse ou de secte ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai telle conviction, donc je ne veux pas écrire ou je ne veux pas que. Ça doit se raccrocher à la charte, c'est-à-dire aux principes déontologiques. Et donc, mon amendement est un amendement qui prend en compte ce que dit Mme Morin-Desailly sans affaiblir ce qu'a voulu l'Assemblée nationale. Merci. Madame le rapporteur, c'est à vous. Bien, pour les raisons que j'ai évoquées dans mon propos liminaire, lorsque j'ai pris la parole sur l'article, j'ai expliqué, je pense assez clairement, la raison pour laquelle je ne souhaitais pas que figure dans cet article premier cette notion d'intime conviction professionnelle. J'ai été très claire. Donc notre commission a donné un avis favorable ce matin à l'amendement de Mme Jouve et à celui de M. Assouline, mais à titre personnel, j'y suis défavorable. Favorable. Voilà. La commission a donné un avis favorable. Favorable ce matin à ces deux amendements. À titre personnel, j'y suis profondément défavorable pour les raisons que j'ai clairement exposées. J'estime que cette notion, encore une fois, y compris, je le regrette de le dire, parce que je sais que M. Assouline a fait des efforts pour trouver une rédaction qui puisse garder le terme de conviction, mais ce sont des notions juridiquement indéfinies et qui sont porteuses de risques de contentieux. Voilà pourquoi, encore une fois, dans une perspective pragmatique, tout en affirmant le droit d'opposition et l'élargissement de ce droit, vous l'aurez noté, cet article premier élargit le droit d'opposition à l'ensemble des journalistes, dont la presse écrite. Donc c'est très important, ça va se trouver inscrit dans la loi de 1881, inscrit dans le marbre. Donc je crois qu'on a un certain nombre déjà de garanties qui sont ainsi affichées dans le texte, moi, tel que je vous le propose à titre personnel. Donc je redis qu'à titre personnel, je suis profondément défavorable à ces deux amendements, mais la commission y a émis un avis favorable. Favorable au premier. Favorable au deuxième aussi. Ah ben, bon, ben, il faut voilà, qu'on soit clair, hein, parce que Monsieur Carle. Oui, pour que les choses soient claires pour nos collègues qui n'étaient pas en commission ce matin, Madame la rapporteure a émis un avis défavorable sur l'amendement de Madame Jouve. Simplement pour des raisons de majorité, la commission a adopté cet amendement. Madame la rapporteure vient de dire qu'elle était défavorable à titre personnel à ces deux amendements. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Je vais essayer merci Madame la Présidente, de ne pas rajouter de la confusion. On est parti d'un texte conventionnel, puis d'un texte inscrit dans la loi qui effectivement parlait d'intime conviction professionnelle. Mais c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale a ajouté que cette intime conviction professionnelle s'adossait sur des chartes qui n'étaient pas présentes dans le texte initial. Donc je peux comprendre la tentation du rapporteur de ne plus faire référence à la conviction du tout en s'appuyant uniquement sur la charte. Et il me semble que le point proposé par l'amendement de M. Assouline, dont j'ai oublié le numéro, 37, merci, de l'amendement est un bon compromis entre à la fois ce que souhaitait le texte initial de 2009, la position de l'Assemblée nationale et le fait que des chartes aient été introduites. Donc je préférais me rallier à l'amendement de M. Assouline si Mme Jouve retirait le sien. Très bien. Alors, Madame Blandin veut parler pour explication de vote. Madame Jouve. Oui, aucun problème pour le retirer. Bien sûr, je voterai celui de M. Assouline.
Voilà pour les débats des sénateurs autour de cette proposition de loi socialiste déjà adoptée par l'Assemblée nationale et débattue en procédure accélérée portant sur la liberté, l'indépendance, le pluralisme des médias. Vous l'avez vu, les sénateurs ont donc dû s'interrompre puisque ce texte a été examiné dans le cadre d'une niche parlementaire et les débats reprendront donc fin mai. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 15h pour Sénat 360 avec Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Il est 13h. C'est l'heure de votre rendez-vous